Salut mes machines de guerre. Aujourd'hui, on va faire ensemble le cours sur la schizophrénie. C'est un cours capital important en psychiatrie. Je vous prie de me poser n'importe quelle question, n'importe quel commentaire si vous n'avez pas saisi n'importe quelle information en bas, donc sur les commentaires. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question sur n'importe quel module. Si j'ai la capacité d'y répondre, je vais répondre. Donc, on commence sans trop tarder par le cours de la schizophrénie. Donc, un petit plan du cours. Donc, on commence par une petite introduction. La schizophrénie, est-ce fréquent ou pas? C'est fréquent. C'est une affection fréquente, généralement sévère, hétérogène, d'évolution prolongée et invalidante. Donc, dans cet énoncé-là, il y a des mots-clés à retenir. C'est la fréquence, la sévérité, l'hétérogénéité et l'évolution prolongée et invalidante. C'est très, très important. Elle appartient au groupe des psychoses chroniques. Donc, on avait déjà fait les psychoses aiguës, qui sont la confusion mentale et la bouffée délirante aiguë. Et on avait dit que la BDA, la bouffée délirante aiguë, pouvait évoluer vers la schizophrénie et que ce qui la définissait, c'était la brièveté de l'épisode. Et donc, vous devez retenir que la schizophrénie, c'est une psychose chronique, c'est-à-dire c'est au-delà de 6 mois. Très bien. La symptomatologie, elle est variable d'un patient à l'autre. Il y a plusieurs formes cliniques, plusieurs modes évolutifs possibles. Si j'aimerais bien vous donner un mot qui va vous faire penser à la schizophrénie, c'est plusieurs, c'est polymorphe. D'ailleurs, le délire dans la schizophrénie est polymorphe. Plusieurs mécanismes, plusieurs thèmes, plusieurs formes cliniques, plusieurs symptomatologies possibles, plusieurs modes évolutifs possibles. Il n'y a pas une seule schizophrénie. D'ailleurs, dans le titre, vous allez remarquer le S. C'est plusieurs. Très bien. Il y a des facteurs étiologiques aussi. Plusieurs facteurs étiologiques, je dirais, multifactoriels. Pas une cause unique, pas une cause évidente mise à ce jour. Très bien. Un peu d'histoire schizophrénia. Étymologiquement, c'est esprit scindé. On parle un peu de plusieurs personnes dans une seule personne, plusieurs personnalités, mais ce n'est pas trop ça. La schizophrénie, au fait, c'est l'altération de la pensée, du sentiment, des relations avec le monde extérieur, c'est l'altération de tous les secteurs de la personnalité, d'un type spécifique qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Elle est très très spécifique, très très spéciale. Elle ne ressemble à rien, en fait. C'est la schizophrénie, c'est elle. Cette altération serait due à une scission des fonctions psychiques ou dissociation se traduisant au niveau clinique par la discordance. Retenez ce mot, écrivez-le en rouge, entourez-le en vert, entourez-le une autre fois en noir et soulignez-le en orange ou bien en rose. Je vous le dis, le mot dissociation. La schizophrénie, c'est un syndrome dissociatif. C'est une psychose chronique dissociative et c'est la seule qui est dissociative. La dissociation est pathognomonique de la schizophrénie. Il y a d'autres psychoses chroniques qu'on pourrait voir, par exemple la psychose hallucinatoire chronique, la PHC, la paranoïa, etc. C'est des psychoses chroniques, mais qui ne sont pas dissociatives. Okay. Ici, il y a la dissociation, et cliniquement, c'est la discordance. On appelle la dissociation cliniquement la discordance. Très bien. Très très bien. On avance la définition clinique. Quelle est notre définition clinique de la schizophrénie? C'est un ensemble de troubles où domine la discordance, comme on a dit, l'incohérence verbale, l'ambivalence. L'ambivalence, c'est-à-dire deux trucs opposés qui existent en même temps. L'autisme, les idées délirantes, l'hallucination qui est mal systématisée. On a dit il y a plusieurs, c'est polymorphe, plusieurs. Retenez ce mot. C'est polymorphe et c'est dissociatif. Et de profondes perturbations affectives dans le sens du détachement, de l'étrangeté des sentiments, c'est-à-dire il ne vit pas avec la réalité, c'est une psychose, qui va évoluer vers un déficit, une dissociation de la personnalité. Il ne sait plus, il est dissocié. Elle peut affecter de façon sévère tous les domaines cognitifs et émotionnels. Très bien. Donc, épidémiologie, c'est 1%, c'est fréquent. C'est grave. 1% de la population, c'est beaucoup. Donc, voilà, c'est l'une des affections mentales les plus fréquentes et touche aussi bien les femmes que les hommes avec un sexe ratio de 1.
Très bien, une étude clinique, donc c'est à la fin de l'adolescence, ok. La schizophrénie, généralement, elle touche les sujets jeunes, entre 15 et 35 ans, ok, c'est précoce. Et généralement, c'est plus précoce chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, c'est plus dans les quinzaines, les 19, 20 ans et tout. Et chez la femme, c'est plus dans les 30, 32 et tout. Ok, donc là, c'est pas des maths, ok. J'ai dit que c'est la jeune, ok, à la fin d'adolescence, et ça touche plus précocement les hommes que les femmes. Avant la décompensation, proprement dite, on a pu noter, donc avant que la schizophrénie se déclare, on note un retard d'apprentissage, de la maladresse, un caractère rêveur, l'isolement, les idées de référence, la méfiance, les pensées magiques, les croyances irrationnelles. Donc, le début peut être aigu ou progressif. Donc, il peut être aigu. Quand il est aigu, on a trois modes. Soit c'est une bouffée délirante aiguë polymorphe, on l'a déjà faite. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc là, quand la bouffée délirante aiguë elle est inférieure à 6 mois, elle peut se résoudre. Mais il y a des facteurs de mauvais pronostic d'une BDA qu'il faut retenir. Et quand il y a ces facteurs-là, ça pourrait annoncer après 6 mois une schizophrénie. Comme par exemple une BDA qui est atypique. Une BDA avec absence d'angoisse. Une BDA d'une évolution subaiguë, qui n'est pas aiguë, c'est-à-dire supérieure à 1 mois. On rentre dans la schizotypie, la pauvreté du délire, l'absence ou la rareté des signes timiques, la bizarrerie, c'est-à-dire quand notre humeur, quand il y a l'absence des signes, des troubles de l'humeur, quand il y a l'absence du délire ou sa pauvreté, tout ça, c'est pas une BDA typique aussi. C'est pas ok, c'est pas une BDA typique. Toute cette atypicité fait que elle est de mauvais pronostics, ok. On a la manie ou dépression atypique. C'est-à-dire asytonie, c'est asynchrone, qui va être asynchrone avec une froideur affective, la réticence, l'incohérence. La manie, c'est-à-dire la manie, c'est quand il est euphorique. Et on a aussi la dépression. Quand elles sont atypiques aussi, ça peut être un mode de début d'une schizophrénie. Tout ce qui est atypique. Et on a aussi des fugues, c'est les escapades, les fuites, les actes médico-légaux, les automutilations, les suicides, tout ça. Très bien. Donc, le début aussi peut être progressif. Ok. Sous forme de fléchissement scolaire, c'est-à-dire une baisse du rendement intellectuel, des modifications des croyances. Il va croire, par exemple, il était musulman ou chrétien, après il va croire aux magies, aux activités occultes. Soudainement, comme ça, il va changer de croyance. Modification de l'affectivité. Il va devenir plus agressif, il va plus s'isoler. Et des troubles des conduites aussi. On pourrait avoir des addictions, des anorexies et tout. Toujours dans le début progressif, on pourrait avoir l'apparition d'idées délirantes, d'hallucinations, l'hypochondrie ou la dysmorphophobie, c'est-à-dire il va comme ça se plaindre d'avoir des maladies. Elle peut être aussi pseudo. Là, on va parler de pseudo parce que ce n'est pas vraiment de l'obsession, parce qu'il n'y a pas de lutte. Pseudophobique, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'évitement, il n'y a pas de réassurance. Pseudo-hystérique, parce qu'il n'y a pas de bénéfice secondaire. Pseudo-psychopathique, parce que c'est un comportement inexplicable. Bon, là, c'est pseudo, parce que ça va aller après vers la schizophrénie, mais ça peut être un mode de début. La phase d'état. La phase d'état, on peut les retrouver, donc ces syndromes, tous ou bien quelques-uns. Ok. Un syndrome, c'est égal plusieurs symptômes. Donc, on a un syndrome délirant, dissociatif, autistique et l'atteinte des fonctions supérieures. On commence par le délire. Le délire est la conséquence d'une expérience pathologique, c'est-à-dire le sujet vit une expérience anormale. C'est ça le délire, ok. Maintenant, il faut savoir que le délire schizophrénique a ses caractères, ok. C'est, par exemple, contrairement au délire paranoïque qui est systématisé logique,
Celui-là, ce délire schizophrénique va être paranoïde, c'est-à-dire polymorphe, mal organisé. Il n'a ni structure ni cohérence entre ses thèmes. Il est illogique, il n'est pas systématisé, il est flou, il est bizarre, il est impénétrable, il est imprécis. On ne peut pas adhérer, ok? On ne peut pas adhérer, on ne peut pas comprendre. Il est chronique aussi. Parfois, il est émaillé d'exacerbations aiguës. Parfois, il y a des moments féconds, poussés, processuels, des poussées qui sont vraiment trop délirantes par rapport à d'autres. Voilà, donc il faut retenir vraiment ce qui est écrit en gras, ok? Que le délire schizophrénique, il est paranoïde, qu'il est non systématisé et qu'il est chronique. Maintenant, il a des thématiques multiples et il a des mécanismes multiples. On commence par les thématiques qui sont multiples, par exemple des idées délirantes d'influence, comme si il est sous l'influence d'une autre personne, c'est comme ça qu'il se perçoit. On a la dépersonnalisation, c'est-à-dire c'est des impressions de transformation de son corps. C'est un trouble dissociatif de l'identité, c'est une angoisse. Il vit dans deux mondes, le nôtre et le sien. Et aussi, il pourrait y avoir des dédoublements, des idées de référence, de persécution, c'est-à-dire tout le monde lui veut du mal. L'hypocondrie, il croit qu'il est malade, mystique, tout ce qui est religion, il se croit prophète, il se croit qu'il est là pour accomplir une mission divine. On a l'érotomanie, tout ce qui est sexuel, c'est-à-dire l'érotomanie, il croit que quelqu'un l'aime et qu'il est fou de lui. La divination, la mégalomanie, c'est-à-dire il se croit comme un super-héros, des idées de grandeur et tout. Et on a aussi plusieurs mécanismes qui sont polymorphes et aucun n'est spécifique. Tous peuvent se rencontrer. On a l'automatisme mental qui est quasi constant, c'est-à-dire même dans la confusion mentale, on a vu l'automatisme mental et là aussi il y a l'automatisme mental. C'est-à-dire il croit que c'est une autre force qui fait tout ce qu'il fait. Il n'a pas de prise sur lui-même. Il n'est pas responsable de sa vie. Et on a aussi des hallucinations psychiques et psychosensorielles, des hallucinations tout simplement, des interprétations, des illusions, des intuitions. C'est-à-dire les quatre mécanismes du délire peuvent coexister. On a des discours délirants, flous, diffluents, contradictoires et incohérents. On a une angoisse associée qui peut entraîner des comportements auto-agressifs, une tentative suicidaire ou bien hétéro-agressifs, du vol, du viol, des génocides, etc. On a terminé avec le délire, on va parler de la discordance. Là, je vais vous donner un mémo technique pour retenir. C'est le AB, point d'exclamation D. AB, point d'exclamation D. C'est juste le C qui nous manque. On l'a remplacé par un point d'exclamation. Donc, vous avez en A l'ambivalence. C'est-à-dire, il y a des sentiments d'amour et de haine qui peuvent coexister, d'attirance et de répulsion qui peuvent coexister. C'est l'ambivalence affective. Comme on pourrait avoir une ambivalence de comportement et de volonté. Il veut mais il ne veut pas. Et on a aussi une ambivalence qui peut être intellectuelle, par exemple deux concepts opposés qui sont exprimés. C'est illogique. Donc retenez discordance comme l'ambivalence, c'est ça ces thèmes, c'est comme ça qu'elle s'exprime, cette discordance. Et on a dit que la discordance, c'est la représentation clinique de la dissociation. Donc elle peut se représenter par l'ambivalence, elle peut se représenter par la bizarrerie, c'est les idées étranges, baroques. On a l'impénétrabilité, le discours, les conduites, elles sont énigmatiques, elles sont hermétiques. On ne peut pas le pénétrer, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir ce qu'il veut ou ce qu'il fait. Et on a le détachement du réel, c'est un retrait affectif, c'est un repli autistique, c'est un apragmatisme. C'est-à-dire, c'est quoi l'apragmatisme? C'est l'incapacité de planifier, de mettre en place une action nécessitant une certaine coordination. Donc, il est détaché du réel. Il est dans le retrait affectif, dans le repli autistique, dans l'atimormie, dans le désintérêt, dans la perte de contact vital avec la réalité. Il ne vit plus ici. Donc retenez le A pour l'ambivalence, le B pour la bizarrerie, le point d'exclamation pour le I qui est l'impénétrabilité et le détachement du réel pour le D. C'est comme ça que s'exprime la dissociation schizophrénique sous forme de discordance ambivalente, bizarre, impénétrable et détachée du réel. Pour la dissociation, c'est la perte de cohésion et d'unité de la personnalité. Généralement, dans cette question,
en pratique, c'est quoi la définition de la dissociation? La dissociation se définit par la perte de cohésion et d'unité de la personnalité, qui touche toutes les dimensions de la vie psychique, intellectuelle, affective et comportementale. Cette dissociation, j'ai dit qu'elle s'exprime cliniquement sous forme de discordance soit ambivalente, bizarre, impénétrable et détachée du réel. Maintenant, cette dissociation, on a dit qu'elle pouvait être intellectuelle, affective ou comportementale. Donc, on va voir d'abord intellectuelle. C'est les troubles du cours de la pensée qui peuvent être soit des barrages, c'est-à-dire c'est une suspension brutale du discours sans raison apparente. Il parle, puis il s'arrête sans raison apparente. Comme il peut être du fading, c'est-à-dire c'est l'extinction progressive du langage. Il parle sans s'arrêter. Donc, soit c'est des anomalies de rythme, soit c'est accéléré, c'est le fading, ou bien c'est ralenti ou discontinu, c'est le barrage. On pourrait avoir aussi des troubles du contenu de la pensée. Après le cours de la pensée, on pourrait avoir des troubles du contenu de la pensée. Ce qu'on appelle le rationalisme morbide, c'est-à-dire il sait que c'est irrationnel, mais il ne sait pas que c'est irrationnel. C'est irrationnel, mais il essaye de donner une explication logique, mais qui est vraiment morbide. C'est une explication qui est incohérente d'événements concrets et réels. Il essaye de rationaliser, de vous expliquer rationnellement. Par exemple, une femme qui croit que son cerveau est un serpent qui est descendu jusqu'au niveau de son pied. Donc, pour elle, c'est juste. C'est vrai. Le contenu de sa pensée, pour elle, il est rationnel. Donc, elle va vous expliquer que c'est un serpent qui est descendu, qui veut lui faire du mal, qui la contrôle ou un truc comme ça. C'est un délire. Là, elle va essayer de vous expliquer, mais c'est un rationalisme qui est morbide. Il y a la perte de l'intimité de sa pensée. Il croit qu'on sait ce qu'il pense. Par exemple, vous allez lui dire c'est quoi ton nom. Il va vous dire tu fais semblant que tu ne connais pas, que tu ne me connais pas, tu sais c'est quoi mon nom, tu sais c'est quoi mon prénom et tout. C'est ça, la perte de l'intimité de la pensée et les idées de toute puissance. C'est-à-dire, il y a des idées qui le contrôlent. On a toujours dans la dissociation intellectuelle les troubles du langage. Après les troubles du cours et du contenu de la pensée, on a des troubles du langage. Ça peut aller jusqu'à avoir une nouvelle langue, ou bien ça peut aller jusqu'à l'extrême qui est la schizophrénie, c'est une salade de mots. Il dit un peu du n'importe quoi, on ne comprend pas même pas les mots, il peut inventer un langage propre à lui, etc. Pour la dissociation affective, on a l'ambivalence, on a déjà expliqué. L'atimormie, c'est la perte de l'élan vital, le désintérêt de tout et l'émoussement affectif. On a un contact froid, distant, indifférent et des réactions émotionnelles brutales. Ça peut aller vers des accès de rire, des colères violentes sans cause, des actes auto- ou hétéro-agressifs qui sont incompréhensibles. Pour ce qui est comportemental, on a l'indécision des gestes, les paramimies, c'est-à-dire c'est des grimaces, des tics, des sourires, des mimiques paradoxales. On le comprend pas, on n'arrive pas à le comprendre parce que lui, il ne fait pas ses gestes seul. Lui, il les fait avec quelqu'un d'autre dans sa propre réalité. Nous, on ne l'aperçoit pas, mais lui, il a sa réalité. On a des mouvements stéréotypés, des balancements de la tête, des grattages, des bizarreries du comportement, des syndromes catatoniques. C'est la catalepsie, c'est-à-dire la perte de l'initiative motrice. Il ne peut plus bouger, la conservation des attitudes imposées. Par exemple, on lui fait lever la main, il reste comme ça. Si vous voulez 24 heures, il ne bouge pas. C'est la catalepsie. Après ça, donc, on a le négativisme, c'est-à-dire l'attitude raide, contractée, le refus de tout. C'est le refus, en fait, le négativisme. Et on a l'hyperkinésie. C'est des impulsions motrices brutales, paradoxales, pouvant survenir au cours des états d'immobilité. Très bien. On a l'autisme. L'autisme, ça peut aussi être parmi les signes d'une schizophrénie, c'est-à-dire il vit, mais là, c'est un autisme. Donc là, il a son propre monde à lui. Il est dans l'imagination et il a une altération profonde de la notion de réalité. C'est pas comme l'autisme de l'enfant. Et on a les atteintes des fonctions supérieures, c'est-à-dire des troubles cognitifs, de la concentration, de l'attention, de la mémoire. Très bien. Maintenant,
on a des symptômes positifs et négatifs. Ce qu'il faut retenir par là, ce n'est pas positif, mais c'est productif. Donc on dit positif quand c'est productif, comme le délire et l'hallucination, et on dit négatif quand c'est pas productif. Comme par exemple l'appauvrissement du discours et tout, la pragmatisme, la boulie, le négativisme, tout ça, c'est l'anédonie. L'anédonie, c'est quoi? C'est la perte de plaisir. Donc tout ça, quand on a des symptômes négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne nous rapportent rien, qui ne disent rien sur lui. Très bien. Et ils peuvent coexister, négatif et positif, chez le même patient. Pour les formes cliniques, c'est pas important pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que le truc qui est en premier lieu, en premier plan, c'est lui qui va donner la forme clinique. Par exemple, on a la schizophrénie paranoïde qui répond très bien au traitement, qui est productif, qui est positif, qui a beaucoup de délire, beaucoup d'hallucinations qui sont en premier plan, l'automatisme mental et tout. Donc là, c'est la plus fréquente. Il y a l'association des syndromes délirants autistiques et dissociatifs. Voilà, et puis on a la catatonie, là, donc vous aurez la catalepsie, c'est-à-dire, voilà, cette perte de motricité, ce négativisme, cette stupeur, c'est comme s'il est figé et tout, donc c'est ça qui est au premier lieu, c'est pourquoi on l'a appelé catatonie. On a les béphrénies, c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de délire manifeste, mais on a la dissociation et l'autisme qui est au premier lieu, au premier plan, au premier lieu, c'est la bizarrerie, surtout qui est au premier lieu. Après, on a des autres formes, la schizophrénie un peu simple, l'éboïdophrénie, la dysthymique. C'est pas important pour vous, ces formes cliniques, ne retenez pas ça. Et puis, on a l'évolution. L'évolution, 10% c'est un décès par suicide malheureusement. On a aussi une évolution par poussée. On peut avoir aussi une évolution continue et on peut avoir une évolution mixte. C'est un fond symptomatique permanent avec des recrudescences transitoires. 20 à 25% ne présentent pas de signes patents. Donc on va les voir comme normaux. 50% vont avoir une forme intermédiaire, donc provoquant une altération variable des domaines affectifs, relationnels et professionnels. Et on a 20 à 25% des cas auront des formes graves. L'évolution là, c'est après le traitement. Il y aura des gens qui peuvent avoir après une insertion socio-professionnelle normale. 50% c'est intermédiaire et 20 à 25% c'est grave, où là il y aura une hospitalisation prolongée et une surveillance permanente. Pour le diagnostic différentiel, on doit différencier avec les délires chroniques systématisés, comme paranoïa et tout. Les bouffées délirantes aiguës, on a dit c'est inférieur à 6 mois. Si c'est supérieur à 6 mois, on est dans la schizophrénie. Les troubles affectifs, là il n'y a pas de dissociation ni de délire. Les affections neurologiques, les tumeurs surtout frontales et tout, les syndromes confusionnels, là c'est les causes organiques, l'exemple du diabète, donc la forêt sucrée et tout. On a les démences séniles ou préséniles, là c'est surtout l'atteinte cognitive qui est au premier plan, et on a les troubles névrotiques. Toujours dans tous ces cas, il y a l'absence de dissociation. L'éthiopathogénie, c'est pas pour vous. Donc, il faut savoir que le traitement dans la schizophrénie, c'est une approche biopsychosociale, je l'ai dit dans l'introduction à la psychiatrie. Donc là, on a le traitement pharmacologique, c'est pour diminuer l'intensité des symptômes, la prévention des rechutes, l'amélioration des performances et il doit être le plus précoce possible. C'est les neuroleptiques en premier lieu, c'est les antipsychotiques ou neuroleptiques atypiques, les neuroleptiques sédatifs, les neuroleptiques incisifs, l'halopéridol et les antidéficitaires. Là, les antidéficitaires, c'est pour les formes déficitaires, pour que ça les réveille. Ok, il y a des formes déficitaires où on a le négativisme, la catalepsie et tout. Là, on va donner des antidéficitaires. Mais il y a des formes où c'est positif, c'est productif. Donc là, on ne va pas donner des antidéficitaires. Et on a les NAP, les neuroleptiques à action prolongée. Pour les traitements, on va les voir dans la vidéo qui va être spéciale pour les traitements, pour les psychotropes. On a aussi la psychothérapie. Ok, la psychothérapie qui va être bien sûr multidisciplinaire, empathique, individuelle, de soutien, de famille, etc. Et on a aussi la sociothérapie. La sociothérapie, c'est-à-dire vous allez bien sûr essayer de faire la réinsertion socio-professionnelle de notre malade. Parce que c'est chronique, donc on va essayer d'avoir l'évolution la plus favorable.